Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. C'est l'islam au présent sur Beurre FM, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bonjour Imam Abdelali. Oui, c'est à vous que je parle. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. C'est difficile de faire plusieurs choses à la fois. J'étais en train de chercher mon stylo, c'est pour ça. C'est bien un stylo. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, j'aime bien prendre des notes. Vous n'avez pas écrit votre édito encore, Imam Abdelali? Non, on prépare des idées qui viennent progressivement. On a des infos qui nous arrivent au fur et à mesure par téléphone. Des actes islamophobes qui se multiplient en France et que nous allons essayer de dénoncer ce matin. Et nous parlerons ce matin avec nos invités. Ali Habibi est avec nous. Bonjour Ali. Bonjour Philippe. Salam alaikum. Partie de la jeune génération des conférenciers, thérapeutes du couple. Et notre invité ce matin, c'est Tariq Ramadan. Bonjour. Bonjour. Intellectuel, musulman. Vous publiez un nouveau livre, Tariq. Et je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous serez demain avec Edwy Plenel en conférence et vous parlerez de l'éducation et de l'insertion des jeunes. Oui. C'est ça, à partir de 16h. Plus d'informations pour ceux qui nous écoutent sur le site de l'apmsf.org pour s'inscrire à cette conférence. Tu peux répéter là, parce que les lettres comme ça, ils n'ont pas bien entendu. apmsf.org. C'est Action pour un monde sans frontières. Vous avez raison, parce que l'acronyme... l'acronyme... sans frontières. Voilà. C'est pour ceux qui veulent s'inscrire à la conférence. C'est à partir de 16h demain. Tariq Ramadan, peut-on avoir une position nuancée ou intermédiaire quand la société vous demande d'avoir une position manichéenne de la situation? Ah oui, je pense que c'est vraiment le moment d'avoir une position qui soit nuancée. Souvent on est assigné à des positions, on doit être pour, on devrait être pour être Charlie et ne pas avoir à dire quoi que ce soit en termes d'explication. Il faut toujours nuancer. Maintenant, il faut aussi que celui qui nuance ou celle qui nuance fasse attention à la charge émotive de ceux à qui il s'adresse. C'est-à-dire à des moments donnés, la nuance, elle n'est même pas audible par le fait que tout à coup quelque chose de plus fort que la rationalité est là. Et je pense que parfois nous ne faisons pas ça en psychologie élémentaire. On nous enseigne une chose, faire en sorte que ce que l'on dit ne soit pas simplement clair pour celui qui l'énonce, mais audible pour celui qui l'entend. Et parfois les mouvements collectifs font que la nuance, elle n'est pas toujours claire. Donc il faut être nuancé, très 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 pointu et précis dans ce qu'on essaye de dire. Mmh. Moi, je voudrais Alors vous êtes moins nuancé, vous, Imam Abdelali? Si, moi je suis très nuancé. Je distingue quand on dit je suis Charlie, c'est-à-dire je suis solidaire avec les victimes de cette barbarie. Mais bien sûr, je ne soutiens pas les caricatures qui offensent mon prophète. Voilà, il faut bien faire la nuance entre les deux. Il y a des gens qui ont été tués injustement, qui ont été tués au nom de mon prophète. Ça, je le dénonce et je considère qu'ils ont même insulté plus le prophète que le fait Charlie Hebdo en plus salissant l'image de notre religion, en montrant une image biaisée de ce que c'est que l'islam en vrai, le vrai islam. Et d'un autre côté, bien sûr, je condamne Charlie Hebdo qui montre parfois certaines caricatures qui sont particulièrement d'une vulgarité, d'une obscénité parfois qui est dégradante et voilà, c'est immoral, mais malheureusement c'est légal. Mmh. Voilà. Ali? Que dire de plus? Non, sous la nuance, parce que c'est vrai que finalement, vous savez qu'on soupçonne de beaucoup les musulmans aujourd'hui dans les médias d'être ambigus, et justement cette nuance est mal comprise par ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est déjà d'être clair avec soi. C'est-à-dire le problème qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que vous avez certaines personnes qui ne sont pas claires, elles ne savent pas qui elles sont. C'est-à-dire qu'on a une vraie schizophrénie parfois chez certaines personnes, mais de l'autre côté, il y a aussi une malhonnêteté. Quand vous voyez ce qui se passe et les événements qui se sont produits, comme disait Monsieur Ramadan, il y a une charge émotive qui est quand même assez impressionnante et qui ne permet pas de rationaliser. Ce qui fait que même si vous êtes clair, même si vous êtes cohérent, si vous n'allez pas dans un sens, vous n'êtes pas accepté. Donc le message que vous allez transmettre ne peut pas être écouté. Donc d'où le fait de laisser passer parfois l'émotion pour pouvoir parler par la suite. Vous tentez de clarifier les choses, Tariq Ramadan, dans votre nouveau livre qui s'appelle De l'islam et des musulmans aux éditions des Presses du Châtelet. Et là, vous avez changé de méthode pour clarifier les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parti du terrain, mais vous êtes parti de la base finalement. Pourquoi? Non, parce que je pense que d'abord, les méthodes pédagogiques, quand on essaie de faire passer un message, il y a plusieurs angles et il faut voir par où on commence. Parfois, on passe du terrain. Moi, vous savez, dans beaucoup d'ouvrages... j'essaye toujours de faire comprendre à mon interlocuteur que je parle de l'intérieur, c'est-à-dire se recentrer sur la terminologie. Vous savez, pendant ces derniers jours, j'ai eu beaucoup, mais ça, en fait, c'est depuis pratiquement 30 ans,
On a un travail à faire. Je pense que l'idée qu'il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que je pense que notre responsabilité, c'est nous les premiers responsables. Du manque de clarté parfois dans la terminologie qu'on emploie, c'est-à-dire dans nos propres références, dans la propre organisation de nos valeurs, de la façon dont on les exprime. On ne peut pas, pendant des années, considérer que nos interlocuteurs sont les seuls responsables de la mauvaise audition du discours que l'on porte. Donc autocritique. Bien sûr, il faut que nous soyons autocritiques dans notre façon d'interpréter les textes et de rendre nos interprétations, c'est-à-dire la diversité des interprétations. Nous avons un vrai travail à faire. Et ce travail-là, vous savez, le travail d'autocritique nous situe immédiatement, en tant que musulmans, dans quelque chose qui est une notion centrale en islam, qui est celle du taklif, c'est-à-dire d'avoir à rendre compte en conscience d'un certain nombre de responsabilités qui sont les nôtres. Voilà, ça c'est la responsabilité, mais le taklif c'est encore plus religieux, c'est-à-dire au sens qu'à partir d'un moment où vous avez l'âge de raison, vous êtes dans un ordre où vous devez rendre compte. Et quand vous devez rendre compte, vous devenez un sujet. En fait, l'âge de raison, le moment où vous entrez dans la réponse au divin, est un moment où vous êtes un sujet. Et à laquelle vous allez entendre cette formule coranique qui dit « Chacun d'entre nous viendra seul devant Dieu ». C'est-à-dire que vous êtes un sujet, vous n'êtes pas une victime. Et un sujet dans une société, en particulier la société française, il connaît sa terminologie, il clarifie son propos et il se fait entendre. Et moi, je dis clairement, je ne suis pas Charlie et j'ajoute à la complexité. Et j'ai entendu, par exemple, hier j'étais à Europe 1, une des personnes qui était présente vient vers moi et dit une chose très importante, une femme qui n'est pas musulmane, elle dit « Moi, je suis Charlie, mais je ne suis pas Charlie Hebdo ». Elle veut porter par là quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai trouvé la formule juste de son point de vue. C'est de dire, attendez, je suis avec ce mouvement de solidarité qui est le peuple français se lève, mais Charlie Hebdo, c'est pas ma tasse de thé. Ce qu'ils ont fait, ça n'est pas... Donc il faut que de ce point de vue-là, que nous trouvions les façons de clarifier notre propos. Alors, à votre place, hier, nous avions un théologien qui a exposé la dimension théologique de l'islam sur la question de ces exactions et le mobile qui a motivé ces déséquilibrés à commettre ces atrocités. L'idéologue, le penseur musulman que vous êtes, quel message pouvez donner aux enfants, à nos jeunes, pour les immuniser de ces courants takfir, qui sont véritablement des idéologies mortifères, ravageuses, qui sont en train de se propager dans la communauté musulmane, à travers, oui, c'est ce qu'on appelle le jama'a takfir, à travers les idées telles que Tarot, Nuharib al-Kuffar, Tarot, Yu'adoun Allah wa Rasoul al-Falastiniyin, bien sûr, ils argumentent avec plein, ils essayent d'extrapoler et d'importer les conflits qu'il y a dans le monde où les musulmans sont souvent victimes pour justement justifier ces atrocités. Quel message Tariq Ramadan peut donner aujourd'hui à ces jeunes? Je ne sais pas comment vous me situez par rapport à la théologie et l'idéologie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, vous êtes un référent en idéologie et en pensée islamique. Et pensée surtout contemporaine et moderne. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment... On discutera sur la référence. Ce qui est intéressant, Tariq, c'est de savoir comment vous vous situez par rapport à tout ça. Mais ce qui compte, c'est que vous l'êtes dans l'esprit de beaucoup de jeunes. Ça, c'est très très important. Non, mais bon, encore une fois, moi, je n'ai pas vocation à être représentant de qui que ce soit. Non, vous ne représentez pas, je parle de la référence idéologique, pas représenter les gens. C'est ça qui m'intéressait, c'est pourquoi. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par référence idéologique? Il n'est pas question de représenter qui que ce soit, ni moi je représente personne, mais il y a un éclairage à donner, à faire aux gens. D'accord. Si vous voulez, par rapport à ces questions-là, moi je me situe à... Je pense qu'il y a 3 types de réponses complémentaires à donner. La réponse strictement théologique, elle n'est pas suffisante, mais par contre elle est nécessaire. À savoir qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on dise clairement ce en quoi, dans l'islam, du point de vue théologique, du point de vue légal, du point de vue autant de l'aqida, c'est-à-dire la dimension de la foi, la dimension de l'essence même de notre appartenance à l'islam, et du point de vue du fiqh, c'est-à-dire du droit et de la jurisprudence, qu'est-ce qui fait qu'un discours est dans la diversité acceptée et qu'est-ce qui en sort? Et là, il faut qu'on ait quelque chose d'extrêmement clair parce que c'est pas nouveau. Cette dimension, c'est pas uniquement des takfiris. Il y a dans la posture de certaines personnes en Syrie et en Irak aujourd'hui des gens qui sont extrêmement proches des mouvements khawarij. Oui, c'est ça. Ce que j'appelle takfir, c'est le khawarij. Ça se ressent beaucoup dans l'histoire. Alors attendez, le takfirisme contemporain, c'est un peu le khawarij ancien. Du point de vue théologique, c'est un tout petit peu plus fin que ça. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont juger
islamiquement ou de la nature islamique de votre personne sur un certain nombre de choix politiques. C'est-à-dire, ça n'est pas dans le fait de prier ou pas prier, dans le fait de votre aqida, c'est si vous n'êtes pas en accord avec eux sur un choix politique, ils placent le choix politique dans la dimension de la aqida et dans la dimension du fiqh et ils vous sortent. Et donc, en l'occurrence, le takfir, c'est une seconde étape d'une dimension idéologique, d'une dimension religieuse première qui est beaucoup plus fine que ça et sur laquelle il faut que nous prenions une position en disant attention, là nous sommes dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc c'est que le takfir est plus grave que les khawarij, c'est ça que vous voulez dire? Non, le khawarij est plus grave idéologiquement. D'accord. Et religieusement que le takfir. Le takfir est une conséquence d'une conception de l'islam fondamentalement biaisée. Qui dit quoi? Qui dit que le choix de l'ijtihad politique devient un élément de la aqida religieuse. Alors là, nous sommes véritablement dans quelque chose de très grave. Et donc, il faut qu'on soit dans une position religieuse extrêmement claire. Mais deuxième élément qui manque, si nous n'en restons là, si nous n'en faisons qu'une question religieuse, c'est une question politique. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, on s'est trompé du point de vue religieux. Si on pense que l'ijtihad, il ne se fait que sur les textes. L'ijtihad, il se fait sur le contexte. Il se fait sur le contexte. Quand le prophète, il envoie Muaz ibn Jabal et qui lui dit, quand tu seras au Yémen, sur quoi tu vas te baser? Il va dire sur le livre, puis ensuite sur ta sunna, et ensuite, je vais utiliser ma raison. Mais qu'est-ce qu'il entend? Je vais utiliser la raison. Il entend par ceci, tu vas trouver dans le contexte yéménite des situations sociales et politiques dont tu ne trouveras pas la réponse dans le texte. Donc ça veut dire que tu as un double ijtihad, comprendre le contexte yéménite, recomprendre le texte dans son silence et dans sa complexité, et tu dois faire le lien. Prolonger l'esprit de la révélation. Prolonger plus que l'esprit, c'est-à-dire les règles, les applications, parce que quand il lui dit ceci, il lui dit l'ijtihad sur la règle, c'est-à-dire ce qui va ajouter au hukm et le fatwa, c'est-à-dire la vie légale. Deuxième dimension ici, il faut une dimension politique, c'est-à-dire attendez, on va pas se tromper, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ces gens-là qui sont littéralistes dans le texte, ils viennent avec un esprit du blanc et noir. Les gens qui sont formés religieusement et ignorants politiquement sont les personnes les plus instrumentalisées et les plus instrumentalisables. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ces gens ici, qui aujourd'hui a eu aussi besoin de cette dérive radicale, violente et extrémiste? Eh bien, le dictateur Bachar el-Assad, il a joué de ceci, il les a infiltrés et il a créé cette division à l'intérieur pour se redonner une légitimité historique. On est obligé de discuter avec lui pour se sortir de la violence. Donc il faut un discours politique. Et les jeunes, ils ont besoin de ce discours politique, pourquoi? C'est la peste ou le choléra, quoi, en gros. C'est en train de dire, regardez, je vous ai créé la peste, donc moi, vous devez m'accepter en tant que choléra. Mais en même temps, essayez de comprendre ce que j'essaye de dire ici, d'encore plus important par rapport à nos jeunes. Si on ne donne qu'une réponse religieuse à nos jeunes, on comprend que c'est une structure légale. Si on leur donne une compréhension politique, ils comprennent de ce point de vue-là autre chose. L'un des problèmes que nous avons sur le plan du terrain, c'est cette réalité chez les jeunes d'une posture victimaire, de dire nous sommes des victimes, il y a une espèce de frustration. Et quand vous êtes frustré, vous avez la même potentialité d'une réponse émotionnelle qui est blanc ou noir. Et ceux des salafis, ce sont des esprits binaires, ce sont des esprits manichéens, c'est le terme que vous avez très justement utilisé. Et donc nous, ce que nous devons faire, c'est les réconcilier avec la complexité politique qui les rend sujets et non pas avec la binarité manichéenne qui les rend victimes. Ça, c'est une véritable opération d'éducation sur le terrain. Troisième élément qu'il faut ajouter à ça, c'est je ne nierai jamais les frustrations des jeunes en France. Mais je n'en ferai pas une question religieuse et je n'en ferai pas une question ethnique. J'en ferai une question sociale, une question éducative. J'aimerais un discours ici qui parte aussi d'une vraie réflexion. Et ça, les politiques vous refusent. Et voilà, exactement. Aujourd'hui, vous avez bien compris. Les politiques refusent d'aller sur ce terrain-là. Exactement. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas qu'on fasse de la politique parce qu'ils sont en face aujourd'hui d'un vide idéologique en matière politique. Et donc, en l'occurrence, vaut mieux ethniciser, il vaut mieux suivre Marine Le Pen dans sa question, dans sa façon réductrice de poser les problèmes, parce que finalement vous évitez les vraies questions. Vous évitez les vraies questions qui sont aujourd'hui, vous parliez au départ de la multiplication des actes islamophobes, vous parliez en l'occurrence de tout ce à quoi, je veux dire, on a réussi à faire une marche qui était censée lever le tout à coup vers quelque chose qui ne touchait qu'une seule communauté, et le Bibi Benjamin Netanyahou, qui arrive et qui peut encore en France laisser entendre aux Français de confession juive que Israël est leur parti. Et tout le monde se tait. Mais dans quel pays vit-on? Alors c'est pour ça que je dis, écoutez, moi
Moi, je suis de ceux, depuis 30 ans, qui dit aux Français de confession musulmane, la France, c'est votre pays. C'est là que vous allez construire et c'est là qu'il va vous falloir vous battre. Et il va falloir vous battre avec les armes de ce que moi j'appelle dans le livre le djihad social. C'est-à-dire la construction de votre autonomie, de votre référent. Mais j'ai envie que mes interlocuteurs français de confession juive ou de confession chrétienne tiennent le même discours, qu'on arrête le discours victimaire qui met une communauté contre les autres. Bien, Tariq Ramadan est notre invité ce matin jusqu'à 13h. La question que je vous pose ce matin, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une montée des actes islamophobes? Est-ce que vous vous sentez inquiet? 01 53 48 3000. Vous serez les bienvenus dans un instant. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. Imam Abdelali Mamoun, nous recevons aujourd'hui Tariq Ramadan, Ali Habibit également sur ce plateau. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que Tariq Ramadan, votre nouveau livre vient de sortir, de l'islam et des musulmans aux éditions du Presse, du Châtelet. Prêche, c'est pas la même chose, mais c'est vendredi. Vous abordez notamment la notion, existe-t-il une notion islamique de la paix ou de la guerre? C'est un des chapitres que vous consacrez. Mais on va parler de l'islamophobie ce matin. Alain Grèche, que vous connaissez bien, parle de racisme d'État. Vous êtes d'accord avec cette expression? Je pense que c'est une de ces manifestations. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit la seule manifestation. Et encore, il faut être nuancé. Il y a un vrai racisme d'État, il y a une vraie institutionnalisation à plusieurs niveaux, c'est-à-dire de la façon dont on traite des appartenances citoyennes. Déjà, il y a une véritable différenciation sur le marché de l'emploi, quand il s'agit également de l'emploi qui est lié au service d'État, c'est-à-dire le service public. On a des vrais problèmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sociologie le racisme structurel et institutionnel existe. Maintenant, ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule manifestation de l'islamophobie. Il y a bien entendu quelque chose qui est de l'ordre du racisme ordinaire. Il y a autre chose également qui est le racisme ordinaire qui se traduit par le discours politique. Et ce que je dis depuis 15 ans, le danger qui guette l'Europe, ça n'est pas la montée des extrêmes droites, c'est la normalisation de leur rhétorique, que l'on trouve à gauche, que l'on trouve dans la droite traditionnelle, et qui finalement est en train d'ethniciser ou d'islamiser le discours. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire justement l'amalgame entre les représentants de l'État, qui peut-être désavouent les principes et les valeurs de la République? Quand par exemple, on sait que la République c'est liberté et égalité, et que cette expression qui est l'égalité, on entend Valls derrière dire que la communauté juive est à l'avant-garde de la France ou de la République, ça voudrait dire que les autres qui ne sont pas juifs sont à l'arrière-garde. Ils sont quoi? Elle est où l'égalité? Non, le président de la République hier a rappelé que les Français d'origine musulmane avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais Philippe, il l'a rappelé. Et quand il dit que la France sans les juifs, ça n'est pas la France. Et pourquoi nous on est quoi? C'est-à-dire que les autres citoyens qui ne sont pas juifs, sans eux, c'est la France. Les milliers de Français qui sont morts à Verdun, c'était quoi ces gens-là? Il n'y a pas un minimum de respect qu'on leur doit. Ils ne seraient pas au moins égaux aux juifs. Moi, je ne demande pas être supérieur à un juif. Je pense que je suis pour le respect des valeurs de la République qui représentent nos institutions. Et je crois qu'il y a une trahison de certains représentants de l'État de ce qu'est vraiment la nation française. Et qui désavoue. Mais c'est pas simplement d'un terme du discours. Là, on pourrait rentrer en matière sur ce que vous êtes en train de mettre en évidence. Je pense que, en l'occurrence, par rapport au discours du Premier ministre ou d'autres acteurs politiques, il y a effectivement un discours qui est lié... Deux points de mesure. Oui, mais bon, ça, on le sait, on le connaît, c'est une chose qui est importante. Il faut distinguer le discours politique dans lequel on va voir plein de contradictions, et donc dont il faut faire la critique, bien sûr, il faut la faire la critique, à quelque chose d'autre qui est aujourd'hui quelque chose qu'on nous a dit pendant pratiquement un demi-siècle. On nous a dit, vous, les nouveaux citoyens européens, vous êtes en train de venir avec l'idée de changer notre pays. Vous savez, cette notion ce qu'a revisité Zemmour dans son ouvrage sur l'idée du grand remplacement, c'est pas un grand remplacement simplement de la présence, c'est un grand remplacement du changement du cadre légal, du cadre éthique et moral et du cadre culturel. Et ça, c'est très profond. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit pendant près de 50 ans, vous allez changer la loi, vous allez changer notre pays, la France ne sera plus la France, et moi je l'ai entendu, la Suisse ne sera pas la Suisse, la Hollande ne sera pas la Hollande. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est le contraire. C'est que sur 50 ans, la présence musulmane a montré,
par un travail très important que nous avons fait, que les générations ont fait. D'abord, de mieux comprendre le contexte occidental. Et puis la deuxième chose, c'est de comprendre le cadre légal. Et de dire, mais nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucun problème à être des citoyens. Les premiers savants, quand ils s'exprimaient depuis l'Algérie, ou depuis le Maroc, ou depuis la Tunisie, ou qui venaient ici, qui disent ne prenez pas la nationalité, c'était il y a 30 ans. On a changé tout ceci en disant non seulement on l'apprend, mais on va participer, et nous en sommes aujourd'hui les détenteurs. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est revisiter nos sources, en disant nous n'avons pas de problème avec la citoyenneté, nous avons développé le FERT qui est lié, moi le livre que j'avais écrit à l'époque au début des années 90, qui était Être un musulman européen, la lecture des sources religieuses à la lumière du contexte européen, définition de l'identité, définition de la citoyenneté, le rapport à l'armée, le rapport aux valeurs, tout ça, on a fait un travail extraordinaire dont les médias ne parlent pas, mais qu'une révolution intellectuelle, c'est ce que j'appelle une révolution par rapport à nos références. Que vous refaites dans votre nouveau livre aussi d'ailleurs. Exactement, je continue. Maintenant, c'est plus européen, c'est occidental. Mais bon. Oui, non, mais j'avais écrit un autre livre qui s'appelait L'islam d'Occident et l'avenir de l'islam, qui était transversal, c'est-à-dire d'aller prendre toutes les situations jusqu'aux États-Unis, au Canada, en Australie, et aussi de tirer profit de choses que nous n'étudions pas, c'est-à-dire la présence minoritaire en termes religieux de la citoyenneté des musulmans indiens, par exemple, ou africains, qui ont une longue histoire qu'on n'a pas suffisamment étudiée. Mais qu'est-ce qui pose problème alors aujourd'hui? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pose problème. J'aimerais juste dire une chose par rapport à ce point-là. Pourquoi est-ce qu'il a raison sur un point, Alain Grèche, quand il parle de racisme d'État? C'est qu'en fait, nous sommes en train d'assister à une chose extrêmement grave. On nous a dit pendant 50 ans, vous changerez la loi, vous changerez le pays. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est le contraire. C'est qu'il y a un organe d'État qui est en train de changer la Constitution pour stigmatiser une population. C'est-à-dire, la loi sur le foulard de mars 2004, en cœur c'était 2004, c'est ça? 2004, avril 2004. Mars, je crois. Mais cette loi-là, elle est, en l'occurrence, une loi qui va changer la Constitution. C'est-à-dire que des élus du peuple décident de changer la Constitution. On nous a dit pendant 50 ans, vous allez changer la loi, et maintenant on change la loi pour exclure une partie de la population. Mais le mobile, c'est quoi? C'est pas la crainte, justement? Ils ont peur de nous? Ils ont peur de nous? Mais c'est pour ça que... Parce que certains aussi tiennent des propos, quand une personne à l'aéroport montre, il dit bientôt ce drapeau noir, là, de Laïl Ahmed, le fameux drapeau noir des djihadistes, il sera à l'Elysée. Est-ce que... Non, mais quelle est notre responsabilité à nous? C'est de distinguer. Il y a des musulmans aujourd'hui, ils parlent à leur peuple comme ils parlent à l'État. Et il y a des gens qui parlent à l'État comme s'ils parlaient au peuple. Mais il faut distinguer. Moi, franchement, si je suis un Français ordinaire, avec ce qu'on voit de l'islam aujourd'hui, si tu n'as pas peur, t'es pas normal. Avec ce qu'on te met sur la figure tous les jours, si t'as pas peur, tu te dis, mais t'es vis dans quelle planète? T'es sur Mars, t'es sur la Terre, ça fait peur. Donc sur la Terre, ça fait peur. En France, ça fait peur. En plus, on a des pyromanes qui ajoutent le huile. Exactement. Donc ça veut dire que nous avons à beaucoup respecter les ports populaires, à beaucoup écouter ce que les gens nous disent. Il faut beaucoup écouter ce que les gens nous disent. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi à des moments donnés ils disaient attendez, parce que moi, par exemple, on est venu me dire quand je suis intervenu à la télévision suisse par rapport à je suis Charlie ou pas. Je l'ai dit le même jour. Je viens en France, on me dit là, vous savez ce que vous avez dit, de la façon dont vous l'avez dit, dans les 30 secondes où vous l'avez dit, c'était pas audible. Il faut écouter ce que les gens nous disent, parce que c'est pas audible. Ça veut dire que vous nous avez parlé, vous essayez d'atteindre notre esprit, et nous on réagit avec les motifs. Donc il faut écouter ceci. Maintenant, il y a autre chose. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à l'instrumentalisation politique des peurs. Les populistes, c'est ce qu'ils font. Ils jouent sur le sentiment victimaire et ils jouent sur les peurs. Et là, il faut parler aux politiques comme des politiques. Et de dire, par exemple, moi je viens d'un pays, la Suisse, où on a réussi à faire voter le peuple pour que des minarets ne soient pas construits. Et c'est entre dans la Constitution. Et moi, quand je parlais aux responsables du parti, je dis, mais vous vous rendez compte? Vous m'avez dit à moi, pendant 30 ans, que moi, je voulais changer la Constitution. Vous êtes en train de la changer. Mais vous pensez que c'est moi la victime? Vous êtes le traître aux valeurs suisses. C'est vous qui trahissez les valeurs suisses. Parce que vous les réduisez dans l'exclusivisme contre le caractère inclusif. La Suisse, elle était inclusive, vous la rendez étriquée. La France, elle est devenue étriquée avec ces lois-là qui sont en train de stigmatiser. Attendez, mais franchement, moi j'avais entendu un de vos responsables politiques dire, mais vous vous rendez compte de ce qu'on dit sur les cantines halal? On a l'impression que les politiques, et pas simplement Marine Le Pen, sont en train de nous dire, quand tu manges halal, c'est le début de la conversion.
tu vas devenir musulman. En train de contaminer mon esprit. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils vont légiférer là-dessus. Oui. Quand on est en face d'une école, vous venez chercher votre enfant et on dit on veut pas voir ce foulard, mais où en sommes-nous? Ça, c'est du racisme d'État. Ça, c'est du racisme qui est légiféré. Et il y a beaucoup de responsables de ce point de vue-là qu'il faut véritablement mettre en face de leurs responsabilités. À nous maintenant de savoir distinguer les ordres du discours. C'est du protectionnisme en fait. Parler au peuple idéologique. Parler au peuple dans le respect de leur peur. Parler aux politiques dans la critique de leur instrumentalisation. Ça, c'est notre responsabilité. Tariq Ramadan est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. Tariq Ramadan est notre invité aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez disponible pour faire avancer les choses, Tariq Ramadan. Mais alors, vous êtes disponible comment et comment est-ce que vous pouvez faire avancer les choses ? Non, je suis pas disponible pour faire avancer les choses, ou alors je me suis mal exprimé. Je fais partie d'un mouvement dans lequel j'essaie d'apporter modestement et avec l'humilité dans le temps une contribution à la réflexion. À la réflexion à la fois de l'intérieur des sources théologiques, à la compréhension des sociétés occidentales, mais aussi... Moi, j'ai beaucoup écrit ces derniers temps sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Il faut vraiment qu'on ait une compréhension importante. Donc, c'est une compréhension, c'est une contribution à une réflexion sur les textes, à une réflexion sur le monde, et également à éviter les simplismes. Moi, le dernier livre qu'on avait fait avec Edgar Morin, ce que j'aimais beaucoup dans tout ce qu'il a apporté, c'est se renouer avec la complexité. C'est-à-dire, et le livre L'autre en nous, je le dédie au point-virgule. Je dédie ce livre au point-virgule parce que le point-virgule est dans la phrase, l'expression de la phrase complexe. C'est-à-dire que vous avez une phrase complexe à plusieurs propositions. Et donc il faut que nous nous réconcilions, il faut que nos jeunes, en l'occurrence, si on a une chose à faire, vous savez, il faut qu'on commence aussi par les choses simples. Nos jeunes qui subissent la société, il faut qu'ils comprennent que l'un des premiers éléments qui nous fait sortir du fait de la soumission à un ordre établi, c'est l'éducation qui affranchit et qui libère. Donc il faut véritablement pousser les jeunes et le savoir, comme disait Philippe hier, le savoir, la connaissance, le ma'rifa, qui permet justement d'émanciper la personne, de se sentir vraiment enraciné dans ses convictions, dans ses croyances, et en même temps que ça ne l'empêche pas, ça ne le frustre pas d'être en promiscuité avec le reste de la société qui ne pense pas comme elle lui. Tout à fait, ça veut dire que vous êtes armé à pouvoir entrer en interaction et vous pouvez le faire. Ensuite aussi, même au niveau de l'intérieur, j'aimerais juste apporter une précision sur ce que je disais tout à l'heure parce que la rapidité du propos pouvait peut-être donner l'impression que je confondais les deux. Je parlais par exemple des salafis, de ceux qui ont parfois un esprit binaire, nous sommes les musulmans et tous les autres ne le sont pas. Il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas confondre. C'est-à-dire qu'il y a dans le salafisme, en fait, c'est faux. Il ne faut pas parler de salafisme de la façon dont on le traduit en termes. Dans les courants salafis, il faut garder le terme arabe salafi, qui est un qualificatif à un mouvement de pensée, parce que le salafisme parle d'une idéologie qui est devenue politique. Il y a du politique chez les salafis, mais leur politique, c'est de ne pas essayer de s'impliquer dans la politique, c'est de laisser l'ordre tel qu'il est et d'être très clair sur les règles. Et vous avez des gens aujourd'hui en France qui ont aucun problème avec la France parce qu'ils demandent à ce qu'on les laisse tranquilles. Ils vivent leur religion, ils prient, et puis ils sont très 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 présents sur le plan social. Moi je ne partage pas leur lecture, mais je respecte leur présence et je respecte leur lecture sans la partager. Il faut faire attention à ne pas confondre ceux-là, qui souvent sont soutenus d'ailleurs par des gouvernements étrangers comme l'Arabie Saoudite ou même le Qatar. Et je pense que tout à l'heure vous parliez du Qatar dans les informations. Je pense que ceux qui ont fait ceci à Bastia, je crois, se sont complètement trompés de cible. Non, ils ne financent pas le terrorisme. Ils financent des lectures qui sont très très spécifiques, qui sont des lectures basées sur une fidélité rigoureuse et littérale au texte. Et l'État est d'accord avec l'État du Qatar est d'accord avec cette lecture, avec cette action qui est menée par ces... Parce que c'est comme en Arabie Saoudite, c'est-à-dire que vous avez des institutions qui sont extrêmement riches. Ça passe pas forcément par l'État, ça passe par des institutions qui donnent de l'argent ou des individus qui donnent de l'argent qui sont très très riches. Et donc là, on peut pas nier que ça existe partout. L'Arabie Saoudite le fait de la même façon. Donc l'État le fait et il le fait pour tous et des institutions le font. Maintenant, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que parfois des jeunes qui sont formés dans ces courants-là, avec cet esprit manichéen, quand ils vont être instrumentalisés par d'autres sur le plan politique, peuvent verser. Mais il ne faut pas tout confondre. Tous les salafis ne deviennent pas des violents. Au contraire, la très grande majorité des salafis ne sont pas du tout violents. Ils sont rigoureux et ils sont stricts dans leur application. Ils sont pacifiques.
Puisqu'ils reconnaissent l'État comme seule institution qui doit décider de combattre oui, c'est vrai, ou pas. Et leur présence sociale est très souvent très positive. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette démarche de laissez-nous tranquilles, on est dans notre coin, mais ils sont très actifs, par exemple, pour la visite de malades, pour les enterrements, pour le fait de donner à manger ou de nourrir des pauvres dans la rue. Ils sont justement dans cette image de vouloir tellement ressembler au prophète dans le bon sens du terme. Leur lecture peut être discutée, mais dans leur présence sociale, ils sont dans quelque chose qui est positif. Et c'est la grande majorité. Ça c'est vrai. Je pense qu'il faut toujours dans l'interprétation des... Vous savez, on a une diversité à l'intérieur de l'islam et il faut suivre le prophète alayhi salam dans sa façon dont il gérait la diversité. Entre le caractère de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ou de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et des autres, il prenait de chacun la qualité qui était une valeur ajoutée au groupe. Et les salafis, pourquoi est-ce qu'ils me sont très très utiles, même si je partage pas leur lecture des textes? Parce que souvent, ils me disent, attention, la prégnance du contexte peut faire chez nous, faire diminuer la rigueur du texte. Donc revenons au texte. C'est pas un garde-fou. Exactement. Et donc il faut prendre des uns et des autres des qualités. De ce point de vue-là, c'est important. Mehdi nous attend au 01 53 48 3000. Bonjour Mehdi, bienvenue. Oui, allô? Oui Mehdi, on vous écoute. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Moi, j'ai préféré, je vous ai appelé parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur les musulmans. Et je suis très fier que Tariq Ramadan soit avec vous. Et que vous l'ayez invité parce que vous êtes un des seuls médias qui continue à l'inviter. Oh non, il était sur RMC, Europe 1, même BFM TV. Quand je dis les médias, c'est la télévision. Non, même la télé, il passait par déjà. Alors, Mehdi, quelle est votre question à Tariq Ramadan? Moi, j'ai une question. Je suis entrepreneur. J'essaie d'appliquer ma religion en Europe, en France. Je condamne totalement les actes qui ont été effectués parce que nul n'a le droit d'enlever une vie et que si on tue une personne, c'est comme si on tuait l'humanité. Mais j'aurais voulu quand même qu'on dise que dessiner un prophète, c'est de la provocation indirectement. Puisqu'ils ont atteint quand même plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Et honnêtement, après les attentats qu'il y a eu, refaire encore cette caricature, c'est remettre du charbon sur le feu. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent la différence, les gens? Alors, est-ce que vous avez une question, Mehdi, parce que il y a beaucoup d'appels. Je le sais, mais il y a une question qu'il faut que les Européens comprennent, qu'il faut faire la différence entre salafistes sunnites et takfirites. Il y a plusieurs mouvances, et tous les musulmans ne sont pas dans ces mouvances-là. On essaie de cohabiter avec tout le monde, on vit avec tout le monde, et les gens ne nous laissent pas pratiquer notre religion normalement. Si demain on aurait fait une caricature d'une personne de la communauté juive avec leur histoire, ça aurait monté dans tous les scandales. Alors Mehdi, en quoi par exemple est-ce qu'on vous empêche de pratiquer votre religion en France? Dans quoi? C'est que dès l'instant où on nous insulte indirectement par des caricatures de la personne la plus sacrée au monde, qui est même la plus sacrée que mes propres parents, et que l'État ne leur dise rien. Si demain, moi ou qui que ce soit fait une caricature d'un homme juif violemment, d'un rabbin ou d'une personne dans la religion, on allait nous condamner fermement. C'est ça que je demande à ce que l'État fasse la part des choses. Mehdi, parce qu'il y a beaucoup d'appels, Mehdi. Est-ce que je peux simplement... J'aimerais réagir à ce que vous dites avec... il n'y a pas vraiment de question dans votre propos, mais peut-être un avis, une réaction à ce que vous dites. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. C'est pas une provocation indirecte, c'est une provocation directe. C'est le but de Charlie Hebdo, c'est de vous provoquer. Et quand en 1900, il y a au moment de l'affaire des caricatures au Danemark, moi j'étais au Danemark avec les associations musulmanes, et j'avais vu les journalistes de l'intérieur du journal qui avaient lancé les caricatures, et l'un d'eux avait dit, moi je me suis opposé parce que c'était clairement une provocation. Donc il vous provoque. Maintenant vous devez vous poser la question de savoir, si vous suivez les traces du prophète et que vous comprenez cette formule coranique qui dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, il y a dans l'exemple du prophète pour vous, dans le prophète, le meilleur des exemples pour vous. Comment est-ce qu'il était lui avec ceux qui le provoquaient? Comment le Coran lui parle au tout début, sachant qu'il va être rejeté? واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون. Sois patient par rapport à ce qu'ils disent. واهجرهم هجرا جميلا. Et exile-toi, mais attention, il ne dit pas exile-toi, exile-toi toi d'un bel exil. C'est-à-dire, il faut ajouter à la distance l'esthétique. Et qu'est-ce que c'est l'esthétique? L'esthétique, c'est que quand on vous provoque,
il faut dépasser le stade de la provocation. C'est ce que vous avez dans un autre verset du Coran. Quand on va vous interpeller comme des ignorants parce que les gens ne connaissent même pas l'islam, et va vous passer un stade au-dessus et vous dites salam. Comme le prophète salam, on lui jetait des ordures. Il y a une femme qui lui mettait des ordures. Il n'a jamais répondu immédiatement. Il faisait comprendre à une chose: la personne que vous attaquez ne sera pas celle qui va vous répondre. Celle qui vous répond répond de là où elle est, non pas de là où vous la voyez. C'est ça notre attitude aujourd'hui. Donc vous êtes dans une société qui va vous provoquer un peu de hauteur, un peu de grandeur, un peu de dignité, un peu de sagesse. Et je vais vous dire une chose: quand quelqu'un vous insulte et que vous réagissez à la provocation, il gagne. Quelqu'un qui vous insulte et vous dépassez sa provocation, il se fatigue. Et dans sa fatigue, il y a son échec. Donc laissons-les se fatiguer à le faire plutôt que de réagir un peu stupidement à leur provocation. Ça va donner de l'importance. Merci Mehdi pour votre appel. Ali. Oui, et juste une double critique que je pourrais avoir par rapport aux événements. C'est d'un côté, on peut critiquer les caricatures qui sont faites et justement les insultes et la provocation qui est la leur, mais en même temps, ceux qui vont manifester et qui vont dire on n'est pas content parce qu'on a insulté notre prophète, la plupart d'entre eux malheureusement ne connaissent même pas leur prophète. C'est-à-dire que, et c'est là on rejoint sur l'émotion, le fait de connaître réellement qui est le personnage nous permet de connaître justement ce que vient de dire M. Ramadan et de dépasser tout ça. Oui. On reparle de connaissance, une fois de plus. J'aimerais qu'on revienne sur l'islamophobie et aujourd'hui comment faire face à cette islamophobie. Techniquement, quelle doit être la réaction des musulmans? À mon avis, elle est de trois natures. Elle est, si vous voulez, de trois dimensions. La première, c'est que nous sommes dans un ordre de droit. Et ceux qui disent aujourd'hui que la liberté d'expression est absolue ne connaissent pas le droit français. Il y a des limites. D'ailleurs, c'est un des seuls pays au monde où vous avez une loi Guesso, qui est une loi complètement stupide, qui est en train de dire qu'il y a une loi sur l'histoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas revisiter l'histoire, parce que si vous revisitez l'histoire, vous allez à l'encontre de la loi. C'est vraiment... moi, j'ai plein d'amis en Angleterre, aux États-Unis, partout dans le monde, qui disent, mais comme depuis quand est-ce qu'on fait des lois sur l'histoire, sur l'interprétation historique? Par exemple, le négationnisme. Exactement. Allusion au négationnisme. Je veux dire, à la limite, il faut s'opposer au négationnisme, mais en faire une loi, c'est excessif. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que sur le plan du racisme, sur le plan de l'attaque sur les personnes, il y a des lois dans ce pays. Donc, à partir d'un certain moment, ce que font un certain nombre d'organisations, je suis très proche du CCIF et d'autres organisations, ils ont raison, de ce point de vue-là, de mettre clairement, on ne se laissera pas faire. Et moi, je me souviens de Cat Stevens. Cat Stevens est un Britannique qui s'est converti à l'islam, c'est une grande figure de la pop musique, il y est revenu maintenant, et un jour je discutais avec lui, et il avait été attaqué par un journal qui disait, vous êtes un terroriste, parce qu'à l'époque, il s'habillait en afghan, et lui, il a dit, attendez, entre vous et moi je suis britannique autant que vous, la loi va parler. Il a gagné. Il a pris tout l'argent, il l'a donné à la solidarité, pour dire, je ne me laisserai pas faire. Parce qu'il a été calomnié, donc il a été calomnié, condamné pour calomnie. Et il a gagné. Diffamation. Et donc, je pense que le droit est la première des réponses. La deuxième des réponses, c'est de faire attention à ce que nous ne soyons pas simplement protégés par le droit, mais que nous ayons une attitude proactive. C'est-à-dire que le racisme dans une société disparaît comment? Quand on normalise notre présence. Et ce que j'ai toujours dit aux musulmans, c'est normaliser votre présence sans la banaliser. Soyez là où vous êtes une valeur ajoutée. Et il y a une chose qui est très très importante. Mais normaliser, qu'est-ce que vous entendez par là C'est-à-dire être présent. En fait, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire, on sort du ghetto social, on sort du ghetto intellectuel, on est partout, on est dans tous les corps de métier, on est là. Il faut que cette présence-là. Parce que moi, combien de fois j'ai entendu quand je faisais du foot, quand j'étais jeune, elle me dit, toi t'es sympa, mais alors les autres? Elle dit, il faut des millions de sympas. En fait, il faut des millions de sympas. Mais oui, mais c'est pas rien, ça. Le disait le prophète, quand le t'a dit, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Voilà, mais c'est veut dire, ce type de rapport est mais c'est déjà le cas, non? Il y a quand même, moi j'en connais plein des sympas. Il faut, oui, non, mais vous êtes dans une, vous êtes oui, pas, je suis désolé, je suis désolé, je vois trop de sympa. Vous êtes pas l'exemple, moi je parle des autres. J'aimerais juste vous dire une chose. Où voit-on le plus l'expression du racisme en France aujourd'hui? Dans les zones périurbaines.
En fait, là où les musulmans ne sont pas. Ouais. En fait, et c'est même là les où ils ne actes sont pas islamophobes. que la peur monte. Parce que qu'est-ce qui parle à ces gens-là? C'est pas le voisin, c'est la télévision qui fait peur. Donc il faut ce travail de proximité. Il faut qu'on sorte. En fait, c'est ce que je dis. Il y a certains leaders musulmans ou références musulmanes en France qui disent disparaissez, devenez invisibles. Moi, je dis le contraire. Soyez positivement visible plutôt que craintivement invisible. Oui. Non, positivement. L'ignorance, comme dit l'expression, tu es l'ennemi de ce que tu ignores. Et plus on nous ignorera, c'est-à-dire on ne connaîtra pas, et plus on nous craindra. Mais c'est pour ça que on a toujours peur du noir, de l'obscurité. Mais moi, je parle pas d'eux. Je parle de nous, de ce nouveau nous dont je parle, qui est celui de comment on interagit avec les autres. Et il y a un troisième élément, puisque je disais qu'il y en avait trois. C'est une chose qui est très importante sur laquelle nous n'insistons pas assez. Nous avons toujours moins peur de celui dont on sait qu'il participe de notre avenir et qu'il partage nos espérances. Et c'est très simple. C'est ce que je disais par exemple dans la question du foot ou de la culture. Quand vous avez un élément qui est perçu comme étranger, mais qui est une valeur ajoutée à là où nous allons ensemble, eh ben on cesse de lui demander d'où il vient. Mais c'est où on va ensemble. Et le discours musulman, il doit être aujourd'hui un discours qui est moins focalisé sur l'islam, mais beaucoup plus focalisé sur notre avenir commun. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on défend ensemble comme valeur. Nous, on est un train. Chaque fois qu'on intervient, c'est sur l'islam, nous les musulmans. Et puis, en fait, le discours autour de nous, il nous y amène. Et nous, on tombe dedans. Oui. On parle pas d'éducation, on parle pas d'économie, on parle pas d'environnement. On est où dans ce discours-là? Mais qui doit le porter, ce discours? Tous les citoyens, les citoyennes et les citoyens. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on doit l'organiser, ce discours? Parce que, effectivement, ça, c'est une vraie question. La question se pose. Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut qu'il soit informellement présent, mais il faut l'institutionnaliser. Il nous faut des institutions. Et moi, c'est ce que j'appelais dans Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam. Je disais le troisième âge de notre présence. Que ce sont des institutions qui ne soient pas des institutions qui sont liées à nos pays d'origine. Ça, maintenant, on a dépassé. Qui ne soient pas simplement des mosquées, c'est-à-dire la structure religieuse, mais qui soient des institutions autour de projets. C'est-à-dire par exemple, quand je parlais dans le livre, je parle du djihad social. C'est-à-dire une vraie présence de contribution. Quand les gens vous entendent, ils disent, attends, un djihad social, voilà une contribution avec une consonance musulmane à un combat qu'on comprend tous. Un djihad social, justice sociale, dignité sociale, la question de... Moi, quand on vient vers moi et qu'on me dit, oui, le foulard des femmes dans les rues, je dis, mais attendez, arrêtez de me tourner la tête avec des choses qui sont des détails. L'autonomie et la libération et la reconnaissance du droit des femmes, elle a deux dimensions. Leur éducation, et les femmes commencent à être de plus en plus éduquées, plus que les hommes musulmans d'une part, mais l'autre chose, c'est l'accès à l'emploi et le salaire égalitaire. Ne venez pas donner des leçons au monde quand des femmes aujourd'hui à compétences égales reçoivent 30% du salaire en moins. Donc on a un travail à faire. Pourquoi nous ne sommes pas dans ce combat-là? Même s'il y a des lois maintenant pour ça. Ils sont moins représentatifs dans les postes clés, les postes politiques, à l'Assemblée nationale par exemple. Mais comment est-ce qu'on organise cette parole alors? Aujourd'hui, le CFCM, c'est utile ou pas? Attendez, non. Alors, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a d'abord un CF français, Conseil français? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un CF au sens propre du terme français? Quand on sait que le CFCM est composé d'autorités, ça se passe dans les consulats, Mosquée de Paris, sous-traitance de l'Algérie, le RMF est marocain, la FAYECA est africaine, le DITIC turc est turc, etc. C'est ça la FAYECA aujourd'hui. Moi, je suis pas pour le blanc et noir, même sur ces questions-là. C'est-à-dire, vous posez la question. Bon. Moi, depuis le départ, j'ai été critique. Alors, comment faire pour que ça fonctionne mieux, alors, on va dire? Parce que, si vous voulez, c'est un instrument qui a été pensé par les politiques. On sait que Chevènement, il était clair dans son propos, c'est créer une institution que l'on peut contrôler d'une certaine façon. Et puis, quand Sarkozy poursuit en disant, il n'y a pas besoin de démocratie dans cette structure-là, il est en train de dire, il faut qu'on contrôle. Et quand avant les élections pour le président du CFCM, on vous annonce que le prochain sera marocain, ça c'était avant les élections parce qu'il faut, parce que ça va mal avec l'Algérie, on dit, arrêtez de nous prendre pour des guignols. Vous parlez de l'islam de France et vous discutez de l'origine du prochain président. Ça va pas le faire. Donc, après, il y a eu des choses quand même qui sont intéressantes. C'est-à-dire que du CFCM, il y a eu les réalités du CF
Comment c'est sur le plan régional? CRCM, voilà, exactement. Conseil régional du culte musulman. Voilà, et là, on a vu des choses qui étaient intéressantes, c'est-à-dire des gens qui sont sortis un tout petit peu de ce cadre-là. On l'a vu dans différentes régions de France. Donc, ça prouve que, en fait, de quelque chose qui n'est pas forcément positif ni juste, parfois, on peut avoir des conséquences dont il faut tirer des enseignements. Maintenant, à mon sens, il faut revoir toute la philosophie de cette question de la représentation des musulmans en France. Et je l'ai toujours dit, moi ça fait 30 ans que je dis, il faut que ce soit quelque chose qui parte de la base et qui aille vers le haut. C'est-à-dire que moi je préfère de la structure représentative régionale que immédiatement imaginer qu'on va avoir quelqu'un au niveau national. Et là, il faut que les musulmans se prennent en charge. Encore une fois, rappelez-vous toujours ce que disait Ben Abi. Il disait sur le plan de la colonisation, nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables. Les musulmans de France sont divisés. Et on joue sur la division parce qu'ils sont divisables en mauvais français, c'est vrai ça. Mais la distinction entre justement avec le CRCM qui a quand même fait des bonnes choses n'est pas due au fait justement qu'il soit sur le terrain et beaucoup plus proche des fidèles. Tout à fait. Et c'est pour ça que alors je que dis les autres sont plus proches des politiques que des fidèles. Exactement. C'est pour ça que je dis oui. Puis en même temps, l'enjeu national est différent. Vous savez que la France est encore sous cette, au-delà des musulmans, sous cette idée de Paris et de la province qui est la périphérie. Nous, il faut qu'on rentre dans une autre logique. Pourquoi? Parce que pratiquement 90% des décisions politiques qui vont nous concerner sont au niveau régional, ne sont pas au niveau national. Après, il y a les questions du foulard, des choses sur la loi en général, mais les vraies questions sur les mosquées, sur les accompagnements, c'est au niveau local qu'il faut le faire. Donc il faut qu'on s'organise. Mais là, à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Quels sont ceux sur le terrain qui sortent de ces clivages, de ces divisions nationales, qui font un vrai travail d'empathie, un vrai travail de proactivité entre les... Je veux dire, moi, à des moments donnés, je parle... Attendez, ça fait 30 ans que je parle à des publics, quand je viens, je vois pas un noir. Je vois pas l'Afrique occidentale. Où ils sont les Sénégalais, où ils sont les Ivoiriens, où ils sont les Maliens. Ils sont français, donc je dis d'origine, hein, ils sont français, mais ils ont l'impression qu'ils trouvent pas la place dans l'islam maghrébin. Et puis vous avez ensuite des gens qui se sont convertis à l'islam. Et puis qui se disent, ben voilà, pour que je rentre dans cette communauté, il faut que je m'arabise. Je veux dire qu'on prenne les travers de nos cultures d'origine, oui, dans notre mauvaise relation avec le temps. Ça aussi, il faut le contester, il faut donner la place à tous. Et là, on a un vrai travail. Donc, quand vous dites comment faire très pratiquement, c'est vraiment des espaces qui sont plus institutionnalisés, des espaces de dialogue que nous devons créer et promouvoir. Est-ce que c'est important que les politiques s'approprient le mot islamophobie ? C'est fait maintenant, je pense que il y a simplement non mais ça je pense que c'est une péripétie historique, c'est-à-dire il le contourne. Et puis ensuite il y a eu Valls qui reprenait les propos de Caroline Fourest sur cette question-là, et je pense qu'il y a suffisamment d'études sur le plan international et sur le plan même français pour mettre en évidence que ce terme a une signification, qu'il a une pertinence, et puis ça viendra. Maintenant, si ils sont prêts à parler de racisme anti-musulman, soit, allons-y. Je crois que c'est plutôt de ça dont ils sont prêts pour l'instant. Ça me va aussi. Je pense que c'est un détail, ça. Ce qui compte, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des actions qui soient menées par le gouvernement pour protéger les musulmans, pour protéger les cultes, les lieux de culte musulmans. 4500 policiers qui ont été mobilisés avec un préfet réservé pour la communauté juive de France. C'est bien, ok, mais et nous, c'est nous qui sommes aujourd'hui victimes, qui sommes... Donc vous appelez aujourd'hui à ce qu'on mobilise aussi les... Non, pas 4500, mais qu'on fasse, qu'on mette au moins symboliquement quelque chose, qu'au moins déjà une présence. Quand une mosquée a été profanée, qu'on ait Mitterrand, il est mort celui-là. Ça va bien. Hollande, parlez d'Hollande. C'est vrai que c'est un lapsus révélateur. C'est les François qui vous... Les François, il y en a plein. Non, je veux dire Valls ou un ministre, etc., qui vient dénoncer l'acte islamophobe. Parce qu'aujourd'hui, l'islamophobie est un petit peu en train de se banaliser. Il y a quelque chose à faire. Bien, Tariq Ramadan, je rappelle que votre nouveau livre vient de sortir, de l'islam et des musulmans aux éditions des Presses du Châtelet. Je rappelle que demain, pour ceux qui veulent venir assister à la conférence, eh bien, il reste des places. C'est à partir de 16h et vous êtes avec Edoui Plenel à l'invitation d'une association, l'association pour le monde sans frontières, et vous avez toutes les informations si vous voulez participer à la conférence sur leur site. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de votre invitation. Beurre FM, midi 13h, l'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoud.